Très bien, mes chers collègues, se calme, on se calme. Nous allons commencer l'audition. Je vous rappelle qu'il y aura à suivre, du moins à suivre après la PPL sur la constitutionnalisation de l'IVG, il y aura la PPL sur les sages-femmes qui va suivre et qui concerne notre commission. Donc, nous entendons à présent Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Monsieur Gabriel Attal, est retenu à l'Assemblée nationale pour des raisons que chacun comprendra. Et donc, il s'est... Un 49-3 peut-être, voilà. Mais donc, il s'est donc excusé, il m'a appelé hier après-midi. Et nous l'entendrons la semaine prochaine, parce que je lui ai signifié qu'il fallait absolument qu'on entende quand même le ministre des Comptes sociaux avant le PLFSS. Mais tenez-vous bien, ce sera mardi prochain à 8h30. Pardon ? Oui, c'est ça. On verra ça mardi. On verra ça mardi, Monsieur Février. Je comprends que ce créneau n'est pas idéal, mais il serait pour le moins incongru que nous examinions le PLFSS sans avoir entendu le ministre chargé des Comptes sociaux, alors que nous nous prononcerons également la semaine prochaine sur la loi de programmation des finances publiques. C'est pour la vidéo qu'on est dans le noir comme ça. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur le ministre. Merci. Je vais essayer de suppléer peut-être à Gabriel Attal si vous avez des questions concernant plus son champ d'activité. Madame la présidente, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. L'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale est toujours un moment clé de notre démocratie sociale et solidaire. C'est un moment de dialogue avec nos parlementaires auquel je suis, vous le savez, personnellement très attaché. Et je vais essayer aujourd'hui de ne pas faire de lapsus comme hier. C'est pourquoi je suis heureux de cette première audition de votre commission pour vous présenter le premier texte des finances sociales du quinquennat, ce PLFSS 2023, qui n'est pas un PLFSS comme les autres. C'est un PLFSS de sortie de crise, après 2 ans de pandémie qui a mis notre pays et le reste du monde au pied du mur. Ce PLFSS pose surtout la première pierre d'une transformation du système de santé et traduit les engagements du président de la République en la matière. Transformation du système de santé, vous le savez, que je porte pour transformer un système actuellement construit sur l'offre de soins vers un système qui serait construit pour la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. C'est enfin un PLFSS de mesures concrètes qui investit dans la santé de tous nos concitoyens, qui soutient résolument notre système de santé et ses professionnels. Ce PLFSS, je vous le présente avec conviction et confiance. C'est d'abord un texte d'investissement, d'ambition pour la santé de nos concitoyens. Il s'attaque à 3 priorités, l'accélération du virage préventif, plus simplement rendre la prévention réelle et présente dans notre société, la lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé et le soutien de nos hôpitaux. La prévention est la première brique de ce nouveau système de santé. En France, nous sommes en retard en la matière, vous le savez, très en retard sur nos voisins européens. Un seul exemple, les infections sexuellement transmissibles, les IST, qui peuvent être facilement évitées par le dépistage et la prévention, continuent à augmenter, principalement chez les jeunes, et je serai amené à y revenir. Nous pouvons et nous devons mieux faire. Le moment est venu d'inscrire la prévention dans le quotidien des Français et de sortir des messages habituels de culpabilisation en rendant la prévention aussi attractive que possible.
Nous proposons ainsi avec ce texte de mettre en place des rendez-vous de prévention qui prendront la forme des bilans de santé aux âges clés de la vie, 25 ans, 45 ans, 65 ans environ. Je souhaite bien entendu que chacun puisse y avoir accès, surtout les publics les plus éloignés du système de santé. Ces consultations seront prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Le succès de cette mesure tient à 2 enjeux: aller chercher nos concitoyens les plus éloignés du système de santé, aller vers ces concitoyens qui sont les plus éloignés. Il est évident qu'un patient qui aurait l'habitude d'aller voir son médecin tous les mois, la consultation de prévention est évidente, mais justement aller chercher ceux qui sont loin, qui ne voient pas de médecin, c'est un enjeu majeur. Et puis proposer, si nécessaire, des parcours de santé à l'issue de ces rendez-vous. Ce ne doit pas être one shot, si je peux me permettre, mais bien le démarrage d'un parcours de santé. De même, le gouvernement s'engage dans ce PLFSS pour la santé sexuelle, la santé des femmes, à travers des mesures de prévention concrètes. Je vous parlais des infections sexuellement transmissibles. Nous proposons d'élargir à d'autres infections sexuellement transmissibles que le VIH, le dépistage sans ordonnance et gratuit, pris en charge à 5% pour les moins de 26 ans. PLFSS prévoit également la délivrance gratuite de la contraception d'urgence à toutes les femmes, quel que soit leur âge, afin de faire tomber les barrières à l'accès qui pénalisent encore trop d'entre elles. Enfin, puisque la vaccination est une arme de premier plan en matière de prévention, nous proposons d'élargir la prescription et la réalisation de la vaccination aux pharmaciens, sages-femmes et infirmiers. C'est d'autant plus important que j'ai lancé hier, vous le savez, la campagne de vaccination pour la grippe, co-campagne de vaccination, grippe et Covid, qui est essentielle dans notre situation actuelle. La France est en retard sur la vaccination par rapport aux recommandations de l'OMS, qui est de vacciner 75% de la population contre la grippe. Voilà rapidement quelques mots sur la prévention. La deuxième brique, c'est de mener une lutte sans merci contre toutes les inégalités d'accès à la santé et principalement contre les déserts médicaux. Là aussi, plusieurs mesures concrètes qui pourront améliorer rapidement la situation en la matière. Tout d'abord, nous concrétisons dans ce PLFSS l'engagement du président de la République de créer une 4e année d'internat en médecine générale. Cette mesure fait également l'objet d'une proposition de loi portée par le président Retailleau qui a été adoptée en première lecture hier au Sénat. Je l'ai dit, nous proposons son adoption dans le PLFSS pour 2023, c'est le sens de l'article 23. Cette proposition du gouvernement ne vise en aucun cas à envoyer les internes en médecine, ces docteurs juniors, faire des stages dans des territoires pour boucher les trous sans encadrement. Elle vise au contraire à renforcer la formation de nos futurs médecins généralistes, comme ils le demandent d'ailleurs, pour leur permettre en sortie de formation d'être plus autonomes, à même de gérer un cabinet médical. C'est bien, j'insiste, la philosophie première de cette proposition. Alors bien sûr, pour aider nos territoires sous-denses, nous souhaitons que ces internes viennent y effectuer des stages prioritairement, mais cela ne se fera en aucun cas au prix de la qualité de leur encadrement. Toujours pour inciter les jeunes professionnels de santé à s'installer dans les zones sous-dotées, ce PLFSS vise concrètement à renforcer l'impact des aides à l'installation. Elles sont complexes, elles sont fragmentées, elles sont mal connues des professionnels qui ne s'y retrouvent plus. Nous souhaitons également créer un cadre plus adapté pour les négociations conventionnelles qui pourra nous permettre de mettre en place des engagements réciproques au service de Français dans tous les territoires, notamment les moins dotés, ces engagements dans la logique des droits et des devoirs de chacun. Enfin, je souhaite favoriser le maintien en activité des médecins libéraux proches de la retraite et pouvoir mieux mobiliser les médecins retraités actifs, comme cela a été le cas pendant la crise sanitaire. C'est un enjeu crucial de leur présence, de leur maintien dans les territoires. Notre troisième brique sera de prendre soin de notre hôpital, que nous soutenons face à l'inflation qui frappe toute l'Europe. Trop longtemps, l'hôpital, et j'en sais quelque chose en tant que médecin hospitalier, a été une variable d'ajustement pour réaliser des économies au détriment de sa capacité à réaliser ses missions. Ce PLFSS fait le choix, volontaire, assumé, nécessaire, de ne pas faire porter aux hôpitaux de nouvelles économies et de les accompagner dans leur développement comme dans la relance de leur activité, après plus de 2 ans de crise. Nous prenons ainsi en charge l'augmentation du point d'indice et l'inflation des charges que connaissent nos hôpitaux. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'hôpital, l'ONDAM hospitalier, progresse ainsi à un niveau de 4,1%, soit un effort supérieur à 100 milliards d'euros, en augmentation de 3,6 milliards par rapport à l'ONDAM hospitalier 2022 rectifié.
C'est un effort ambitieux, c'est un choix que je sais nécessaire et le gage d'un renforcement de notre système hospitalier pour aujourd'hui et pour l'avenir. Voilà les priorités de santé auxquelles les dépenses et les mesures proposées par ce PLFSS vont s'attaquer. Ce PLFSS, c'est aussi un texte de responsabilité qui assume le renforcement de l'efficacité des dépenses. Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas seulement dépenser plus, mais il faut aussi bien dépenser. Ce budget de la sécurité sociale porte ainsi des mesures justes, proportionnées, afin de préserver nos comptes sociaux, sans faire de concessions sur la prise en charge des patients, sans remettre en cause le remboursement, bien entendu. C'est là encore primordial pour garantir la soutenabilité de notre système, notre capacité à continuer à investir dans la santé. Nous allons ainsi demander en responsabilité au secteur de la radiologie de renforcer la transparence et l'information sur le coût de leurs équipements matériels. Nous allons également demander une contribution à la biologie en ouvrant une négociation avec ce secteur, parallèlement à l'engagement d'une mission pour mieux préparer son avenir. Nous allons aussi mieux réguler la trajectoire très dynamique de dépenses sur les médicaments, tout en préservant nos capacités d'innovation, d'approvisionnement et de souveraineté. Nous travaillerons également avec les complémentaires santé sur de multiples chantiers, dont celui d'un partage équitable des remboursements dans le champ de la santé. Je vous l'ai dit hier, j'assume de définir une cible pour l'ensemble de ces partenaires et la négociation s'ouvre avec eux pour trouver le meilleur chemin pour arriver à cette cible. Enfin, nous redoublons d'efforts dans la lutte contre ceux qui ne jouent pas le jeu de la solidarité. Le PLFSS prévoit des mesures concrètes pour lutter contre tous les types d'abus et de fraudes. En définitive, ce PLFSS est un texte équilibré, ambitieux, avec un Ondam dynamique, le tout au service de la santé de nos concitoyens. L'Ondam que je vous présente traduit les priorités politiques que je viens d'exposer. Ces 2 dernières années, nous avons fait le choix d'un investissement courageux, à la fois pour préserver l'activité de notre pays et la santé de nos concitoyens. Je pense notamment au soutien massif mobilisé pour répondre à la crise sanitaire, avec près de 50 milliards d'euros déployés du côté de la sécurité sociale. Les effets de cet investissement commencent à se faire sentir. Une étude internationale qui sort ces jours-ci montrera que, contrairement aux autres pays industrialisés, le taux de pauvreté n'a pas augmenté en France à l'issue de la crise Covid. Je pense aussi aux engagements durables du Ségur de la santé, tant dans le champ des rémunérations et des investissements, à hauteur de 19 milliards d'euros. Nous continuons avec ce PLFSS dans cette voie exigeante, nécessaire. Ainsi, pour 2023, il est proposé à un niveau élevé, à plus 3,7% hors dépenses sanitaires. C'est un effort important, le plus élevé depuis 2004, et nous sommes prêts à le faire pour la santé de nos concitoyens en ville comme à l'hôpital. En parallèle, et maintenant que la tempête semble derrière nous, il nous faut réviser en responsabilité le redressement des comptes sociaux. Cet effort, je le dis avec force, ne se fera pas par des coupes budgétaires sur le dos de la santé de nos concitoyens. Ce redressement se fera par un investissement durable dans nos priorités à long terme. Nous réduirons nos dépenses en les rendant moins nécessaires par la prévention et plus efficaces par le renforcement de la qualité et de la pertinence de notre système de santé, en se concentrant, je le disais, sur la réponse aux besoins et non plus sur la mise en place d'une offre. C'est tout ce que nous commençons à faire avec ce PLFSS pour 2023. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, comme vous le voyez, ce PLFSS est un texte de détermination et d'engagement. C'est aussi, je le dis clairement, un texte qui n'épuise pas toutes les réponses que nous devons à nos concitoyens et nos soignants. Ces réponses ont vocation à être complétées par les négociations conventionnelles qui vont démarrer, par les propositions issues de la concertation des parties prenantes dans le cadre du Conseil national de refondation de la santé que j'ai lancé il y a 15 jours. En somme, ce PLFSS écrit une première page, une page importante. Il n'achève pas l'histoire. Nous le savons tous, il n'y a pas de solution miracle, mais un ensemble de solutions au sein d'une boîte à outils, comme nous l'avons fait pour les mesures de cet été. Le reste de cette histoire, nous aurons à l'écrire, bien entendu, ensemble, avec la seule boussole qui nous réunit, je le sais, au-delà des clivages partisans, protéger et assurer la santé des Françaises et des Français. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais passer tout de suite la parole à Corinne Imbert, qui est rapporteure de la branche maladie, et ensuite Elisabeth Doineau pour le rapport général. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos introductifs. En tant que rapporteur de la branche maladie, donc permettez-moi de vous interroger sur la soutenabilité financière de l'assurance maladie. L'autre jour, le premier président de la Cour des comptes a trouvé que
que le projet de loi de financement de la sécurité sociale était optimiste, avec des recettes estimées très, très dynamiques et des dépenses sous-évaluées. La branche maladie bénéficiant en plus d'un virement de 2 milliards d'euros de la branche famille, mais je pense que nous y reviendrons plus tard. Le directeur de la CNAM l'année dernière lui-même estimait que 10 ans de déficit important s'annonçaient pour la branche maladie. Et cette année, de manière surprenante, la situation se rétablirait bien plus vite. Donc permettez-moi de m'interroger sur les raisons de ce rétablissement. Faut-il anticiper des coupes dans les dépenses? Et si oui, lesquelles, alors que l'on sait les difficultés à réguler les dépenses de l'ONDAM? Faut-il y voir l'annonce de nouveaux transferts de ressources à la cohérence un peu douteuse, comme le remboursement par la CNAF de la prise en charge du congé maternité postnatal que je viens d'évoquer? Et enfin, dans ce même point sur les comptes de l'assurance maladie, je constate que le programme 379 de la mission santé annonce un remboursement de 1,9 milliard d'euros à l'assurance maladie au titre du plan de relance européen, après un transfert de TVA revendiqué sur 2021 au même motif. Pourtant, il n'y en a aucune trace dans le PLFSS. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Ma deuxième question porte sur la trajectoire financière au regard du projet de loi de programmation des finances publiques actuellement en débat. Le projet prévoit une mise en réserve à nouveau d'au moins 0,3% des crédits de l'ONDAM. On le sait, la commission d'enquête sur l'hôpital l'a souligné, l'ONDAM de ville n'est jamais régulé, l'ONDAM hospitalier, entre guillemets, éponge les dépassements des autres sous-objectifs. Les plus de 700 millions d'euros de mise en réserve, et vous nous avez dit que vous ne feriez pas porter de nouvelles économies aux hôpitaux. Donc cette mise en réserve, s'ils ne sont pas le fait des établissements de santé, est-ce qu'ils seront le fait de mécanismes de régulation? Et dans ces cas-là, comment seront-ils mis en œuvre? Et sur quel poste de dépenses? Une autre question, si vous le permettez, un constat. Avant une question, un constat, c'est que ce PLFSS ne contient pas de mesures dédiées à l'hôpital. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Aucune ne concerne son financement. Donc, quid du nouveau modèle de financement qui devait être engagé avec une dotation populationnelle, alors que l'expérimentation prévue n'a pas pu être lancée et qu'elle sera caduque en 2023? Et quid de la sortie de la garantie de financement pour les établissements de santé, alors que les hôpitaux publics n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'activité de 2019, bien sûr en raison de la pandémie, mais aussi en raison de déprogrammation subie faute de personnel. Une question très courte sur le médicament. Où allons-nous sur le médicament? Je ne peux pas être plus bref sur ce sujet-là. Et puis enfin, Monsieur le Ministre, une question que vous me pardonnerez, j'espère, et qui relève d'un rappel à la Constitution. Dans cette Constitution, nous avons un article 34 qui prévoit le domaine de la loi et le Parlement pour la voter. Or, depuis 2 ans, et même si j'aurais envie de vous trouver des excuses parce que c'est votre premier PLFSS, les ministres de la Santé se permettent de larges dérogations aux dispositions législatives du Code de la sécurité sociale. Comptez-vous inscrire au sein de ce texte financier, qu'est le PLFSS, la validation législative des prolongations de la garantie de financement des établissements de santé et de la prise en charge intégrale des téléconsultations? Je vous remercie. Très bien. Vous voulez répondre peut-être d'abord, Madame la rapporteure, et puis ensuite, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je sais pas. Ou Madame Doineau, les deux rapporteurs? Oui, Madame Doineau. Ouais. Voilà. Bon, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour votre présentation. Alors c'est votre première audition pour le premier PLFSS. Je vais participer à ce baptême du feu avec quelques questions. Alors la première étant celle-ci. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 prévoit à partir de 2025 un taux de progression de l'ONDAM à 2,7 puis 2,6. Comptez-vous tenir cette modération dans la progression des dépenses dans un contexte d'inflation forte et de besoins importants? Chacun le sait, on a vraiment des besoins dans le domaine de la santé, plus particulièrement à l'hôpital. La question suivante. Cela fait plusieurs années, Monsieur le Ministre, que le gouvernement se serre dans la poche de l'assurance maladie, ça vient d'être dit par ma collègue, pour financer ses agences sanitaires, voire même le ministère de la Santé par fonds de concours, sans repasser devant le Parlement. Nous avons voulu, l'année passée, avec mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, avec la révision de la loi organique sur la loi de financement de la sécurité sociale, mettre de l'ordre dans tout cela. Car la sécurité sociale, ce n'est pas, j'avais utilisé ce terme et je l'utilise encore, open bar pour le gouvernement.
et car dans une démocratie, l'argent public est dépensé sur autorisation du Parlement. J'en viens donc à ma question relative à ce PLFSS. Je constate que la provision pour dépenses liées au Covid est annoncée à 1 milliard d'euros, ce qui paraît optimiste, ça a été d'ailleurs dit par la Cour des comptes également, quand on sait qu'en 2021, ce sont 7,1 milliards d'euros qui ont été dépensés rien que pour les tests. Je constate surtout que la dotation à Santé publique France est annoncée en annexe 2 à 211,96 millions d'euros, un montant très précis, mais un montant très éloigné de ce qui figure dans le rapport de la CCSS sur les charges prévisionnelles de la CNAM pour 2023, avec un financement de Santé publique France par l'assurance maladie à hauteur de 616 millions d'euros. Alors, faut-il comprendre que nous allons encore une fois avoir une dotation exceptionnelle complémentaire par arrêté, sitôt la dotation votée en loi de financement de la sécurité sociale? Troisième question, il semble que, à la suite de la mobilisation des industriels et de l'intervention de votre collègue ministre de l'Industrie, le gouvernement a déposé lundi à l'Assemblée nationale des amendements au PLFSS visant à revenir sur 2 des mesures les plus emblématiques relatives aux médicaments et relatives surtout à des économies. J'aimerais savoir quel sera l'impact financier de ces revirements sur les finances de l'assurance maladie et quelle est la moindre économie estimée. Enfin, Monsieur le ministre, en tant que rapporteur général, j'ai la charge du suivi de la CADES. Je surveille le lait sur le feu tous les ans. Or, je n'oublie pas que c'est la CADES qui porte 13 des 19 milliards d'euros d'investissement à destination de l'hôpital. Or, rien dans ce PLFSS, puisque le gouvernement s'obstine à considérer que ces dépenses, qui sont censées transiter par la CNAM, ne relèvent ni de l'ONDAM ni de la branche maladie. Donc une question simple, combien de contrats ont été signés sur le rétablissement des capacités de financement de ces établissements sur les investissements structurants? En clair, combien d'établissements sont concernés et selon quel calendrier verront-ils ces investissements concrétisés? Merci. Voilà, je laisse répondre, Monsieur le ministre, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, on a quand même 15 collègues à suivre. D'accord. Bon. Hop. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions qui étaient touffues. Alors, l'équilibre financier pour parler de l'équilibre financier du PLFSS, je vous l'ai dit, ce PLFSS porte une ambition forte pour la santé, avec son ONDAM à 3,7. Les sous-ONDAM, établissements de santé, est en hausse de 4,1%, dans le but d'absorber l'inflation et la hausse du point d'indice, et également de soutenir les revalorisations dans le secteur privé non lucratif. Le sous-ONDAM ville permet le financement des conventions avec les médecins libéraux, des masseurs kinésithérapeutes, des chirurgiens dentistes, conventions qui sont en cours et qui vont démarrer. L'équilibre, vous le savez, assure cette soutenabilité avec chaque acteur du système qui va contribuer à sa juste valeur, et je reviendrai sur les différents points puisqu'ils ont été évoqués. 1,1 milliard sur les produits de santé, 250 millions sur la biologie, 150 millions sur la radiologie, 150 millions sur les organismes complémentaires, 200 millions sur la fraude et 720 millions sur les actions de maîtrise médicalisée des dépenses. Le dynamisme de cet ONDAM 2023 dans le cadre pluriannuel n'est pas un traitement de choc ponctuel que nous compenserons par une austérité dans les années suivantes. C'est une logique qui s'inscrit également dans l'objectif de l'engagement de la France vis-à-vis de l'Europe avec un déficit inférieur à 3% du PIB pour 2027. Et cette ambition concernant l'ONDAM de refondation et de transformation s'inscrit donc dans cette trajectoire pluriannuelle. L'évolution 2024, 2025, 2026 reste dynamique, permettant d'assumer toujours le transformement de son système de santé, de s'adapter au vieillissement démographique, de continuer dans l'axe de la prévention, source bien sûr d'économie, et de continuer également dans la bataille sur la désertification médicale. L'effort particulier porté sur l'ONDAM sera renouvelé en 2024 et en 2025 à des chiffres certes moins élevés, mais qui permettront de soutenir les réformes d'organisation de notre système de santé et de jouer également sur l'attractivité des métiers. Ce niveau d'ONDAM devrait permettre également de faire face aux effets de l'inflation. Le Haut Conseil des finances publiques a d'ailleurs considéré les hypothèses macroéconomiques comme réalistes, comme j'ai pu me
on a exprimé devant la commission des comptes de la sécurité sociale. L'Ondam hospitalier est une chose, l'Ondam de ville restera également dynamique en 2024 et 2025 pour porter les réformes qui seront issues du CNR Santé, en particulier les mesures contre les déserts médicaux, avec la négociation, vous le savez, de la future convention médicale. Cette ambition est partagée avec les acteurs qui participent au système de santé afin de répartir les efforts dans une logique, comme je vous le disais tout à l'heure, de droit et de devoir. Alors, concernant la provision 2023 pour le Covid, donc bien sûr, nous assurons aussi la prévention dans le cadre des finances sociales. Si nous souhaitons tous laisser le Covid derrière nous, il faut quand même intégrer ce risque dans le modèle actuel. Concernant le Covid, je peux vous donner les derniers chiffres qui sont, je ne vais pas dire rassurants, mais qui sont moins inquiétants sur ce qui semble plus être un rebond de la vague précédente qu'une nouvelle vague. Nous sommes toujours avec le même variant. Et nous avons sur les derniers chiffres le fameux R qui est maintenant approche les 1, qui n'est plus qu'à 1,07, ça veut dire qu'il chute depuis 3 semaines, et le taux d'incidence qui reste stable aux alentours de 550 pour 100 000, ce qui veut donc dire que notre société aussi et nos concitoyens s'habituent avec le Covid, et nous espérons bien sûr forcer sur la vaccination et cette double vaccination que j'appelle de mes voeux maintenant pour les personnes les plus fragiles. C'est pourquoi au titre de la vaccination, 600 millions d'euros ont été provisionnés pour l'année prochaine et 400 millions au niveau des tests de dépistage. Forcément, c'est une estimation sur les données que nous avons aujourd'hui sur l'évolution de la crise du Covid. La survenue d'un variant qui pourrait perturber l'ensemble de ces estimations. Malheureusement, nous ne pouvons pas anticiper sur ce variant. Alors, concernant les médicaments. Alors, les médicaments, c'est les dépenses des produits de santé. Je rappelle quand même que les médicaments, c'est payé par l'assurance maladie, ce n'est pas un bien de consommation comme les autres. C'est un secteur qui, spontanément, a une progression de 6% par an. Dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, le président de la République s'est engagé à une progression annuelle de 2,4%. Nous avons respecté dans l'échéance 2018-2021 et nous respectons dans les années à venir cet engagement du président de la République. Nous allons même au-delà. Avec une progression de 2,8% et 800 millions supplémentaires cette année pour les industries du médicament. L'essentiel dans les industries du médicament, c'est bien sûr de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'accès aux produits de santé à l'ensemble de nos concitoyens, à tous les Français, de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Il y a également des mesures, et vous le savez, dans le cadre de France 2030, et des mesures que nous avons déjà prises pour garantir l'accès aux médicaments innovants, avec différents axes et différentes logiques, et en particulier une logique non plus de payer pour voir, mais de voir l'efficacité des médicaments pour payer, c'est-à-dire une adaptation du financement des médicaments les plus innovants, tout en garantissant, bien entendu, les médicaments génériques. Donc, il n'y a pas d'économie particulière, il y a simplement un respect des engagements. Alors, pour autant, et vous l'avez dit, il y a des évolutions concernant toutes les mesures autour du médicament. Alors, ces évolutions sont de plusieurs types. Tout d'abord, les mesures de référencement périodique que nous avions initialement envisagées et pour lesquelles, dans un premier temps, nous proposons un rapport au Parlement d'ici l'été 2023, rapport au Parlement pour voir en gros les bénéfices, les risques, les avantages, les limites d'un tel dispositif. Donc, nous nous donnons un petit peu de temps pour ce dispositif. Concernant la clause de sauvegarde, puisque je pense que vous parliez de la clause de sauvegarde tout à l'heure. Initialement, nous voulions éviter l'effet rabot uniforme de la clause de sauvegarde et avoir des effets différents, ponctionnés de façon différente en fonction de laboratoires mettant sur le marché des produits excessivement chers, tout en garantissant les fabricants de génériques et en leur garantissant de pouvoir avoir un taux un petit peu plus bas. Comme je le disais tout à l'heure, la stratégie est de fixer une cible et de discuter ensuite avec les différentes parties pour arriver à cette cible. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons à faire avec les industries du médicament. Et dans les discussions, nous avons plutôt validé avec eux, au milieu de propositions bien entendu bilatérales et puis de co-construction,
une modification de la répartition de la clause de sauvegarde. Cette modification de la répartition n'est plus à 100% sur le chiffre d'affaires, mais est proposée à 70% sur le chiffre d'affaires et 30% sur l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Il y a donc là un accord qui a trouvé avec les industries du médicament, ce qui semble plutôt positif. Concernant la CADES, je vais retrouver tout ce que j'ai sur la CADES. Oui, j'ai celle-là, mais j'ai mieux la mienne. La dette sociale a vocation, bien sûr, à être remboursée pour ne pas faire peser sur les générations futures le poids des prestations actuelles. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais la loi relative à la dette sociale et à l'autonomie du 7 août 2020 a surtout permis de créer et de financer la 5e branche de la sécurité sociale, et aussi le transfert de la dette, bien sûr, de la sécurité sociale à la CADES à hauteur de 136 milliards d'euros, reprenant ainsi le déficit cumulé depuis 2020, mais également un tiers de la dette hospitalière, déficit lié, bien entendu, à la crise sanitaire. Cette reprise de dette la reprise de dette a été immédiatement mise en œuvre avec 20 milliards en 2020, 40 milliards en 2021, 40 milliards que l'on poursuit en 2022. En 2023, il n'y a pas de transfert supplémentaire. Mais comme vous pouvez le voir dans l'article 13 de ce PLFSS, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la CADES est fixé à 17,7 milliards d'euros qu'ils auront bien sûr à placer sur les marchés. Pour revenir, je ne sais pas si c'est utile, mais pour revenir sur le transfert de dette initial, comme je vous le disais, c'est 31 milliards au titre des déficits antérieurs à 2020, 92 milliards au titre des déficits futurs 2020-2023 et 13 milliards de dettes hospitalières. Afin de faire face à cette nouvelle reprise, l'horizon d'amortissement de la CADES, vous l'avez vu, est prolongé jusqu'à 2033. La réforme du financement. Ah oui, la réforme du financement. Et vous avez évoqué le financement populationnel. Sujet que je connais bien, puisque la seule activité actuellement dans l'hôpital qui répond à ce type de financement est le financement des services d'urgence, qui lui est passé et qui se compose non plus uniquement d'un financement à l'activité réalisée, un financement à l'acte, mais un financement populationnel pour la majorité, avec une part de financement à l'acte et avec une part de financement à la qualité et à la pertinence. C'est effectivement le point vers lequel nous voulons aller de façon plus globale, même si des financements sont en train d'être discutés également pour 2 branches particulières, qui sont la psychiatrie, comme vous le savez, et également le SSR. Concernant la psychiatrie, nous sommes en train là aussi de discuter avec les différents partenaires pour voir comment, pour le mieux, mettre en place cette réforme. Nous faisons actuellement le point à l'issue de cette crise sanitaire. Nous reviendrons rapidement pour vous dire où nous en sommes de ces 2 financements, et en particulier des évolutions sur le financement global, non seulement de l'hôpital, mais de notre système de santé, qui est un des enjeux que je veux conduire en parallèle du CNR territorial national. Il y a 2 groupes de travail qui vont se mettre en place avant la fin de l'année, avec des échéances un peu plus lointaines vu la complexité du dispositif. Un sur la gouvernance du système de santé de façon globale et un autre sur le financement de notre système de santé. Je pense qu'il est temps de tout mettre sur la table. Peut-être qu'on reviendra à un mode de financement identique, mais en tout cas, il y a plusieurs idées qu'il est nécessaire d'explorer. Concernant la garantie de financement, j'arrêterai peut-être là. La garantie de financement prendra fin au 1er janvier 2023. Nous sommes en train de voir quel dispositif suivant permettrait de soutenir les établissements qui sont en fragilité, mais nous gageons sur la reprise d'activité de ces établissements. Nous voyons bien qu'il y a une perte d'activité dans ces années Covid, et les objectifs raisonnables de reprise d'activité nous permettent d'envisager le couvrement finalement de cette garantie de financement pour l'année 2023. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous avons plusieurs collègues, 15. Et je vous propose d'en prendre par groupe de 5, si les questions sont concises et pas trop longues et pas trop nombreuses. Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Jocelyne Guidez, Christine Bonfanti, Florence Assarat. Catherine Procaccia. Merci, Madame la Présidente. Vous avez parlé de prévention, Monsieur le Ministre.
Et je vois qu'à l'article 8, vous créez dans le PLFSS une catégorie fiscale spécifique pour le tabac à chauffer. Alors mes collègues me connaissent, ils savent que j'ai des idées, des suites dans les idées. J'avais interrogé votre prédécesseur sur l'évaluation des substituts au tabac. Il y a 15 millions de personnes qui fument, et quand j'en interroge quelques-uns, pas les 15 millions, il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'arrêter de fumer. Donc, ce que j'avais demandé à votre prédécesseur et que je vous demande, c'est de savoir où en sont les évaluations sur les substituts au tabac, tels que le tabac à chauffer, puisque alors pour mes collègues qui ne suivent pas, la différence, c'est que le tabac est chauffé dans un appareil électronique, mais il n'y a pas de combustion, alors qu'avec une cigarette, il y a une combustion. Il y a bien du tabac dans les deux, mais il n'y a pas du tout le même phénomène. Le Haut Conseil de la santé publique avait appelé à étudier l'alternative, l'OMS aussi, et la seule étude qui existe, c'est celle de l'Institut Pasteur en 2020, qui dit qu'il faut démontrer, ça démontrerait qu'il est moins nocif, mais sans aller plus loin. Donc moi, je ne reviens pas, excusez-moi pour l'aspect financier, je ne reviens pas sur la taxation, mais je reviens sur l'évaluation. Est-ce que dans le programme national de lutte contre le tabac que vous allez relancer, est-ce qu'il va enfin y avoir une évaluation scientifique? Parce que si le tabac à chauffer peut permettre d'être moins nocif à ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de fumer, est-ce qu'on va dire aussi c'est aussi nocif, c'est aussi important dans un cas comme dans l'autre? Merci, Monsieur le Ministre. Marie-Pierre Richer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je veux vous interpeller sur les médecins qui exercent en PMI. Si l'on peut se réjouir que la loi de finances rectificative 2022 ait acté la conversion de la prime Ségur en complément de traitement indiciaire pour l'ensemble des personnels soignants de PMI et de santé sexuelle, je déplore qu'elle ait exclu les médecins y exerçant. Ils sont 1700 dans les PMI qui auront de ce fait une rémunération bien inférieure à celle d'autres cadres d'exercice de la médecine salariée. L'augmentation de la mortalité infantile, l'aggravation des maltraitances chez les nourrissons, l'augmentation de la prévalence des troubles divers sont notamment là pour nous rappeler que le repérage médical précoce pour la PMI est essentiel. Et vous avez parlé tout à l'heure de prévention, je pense que nous sommes complètement dans le champ de la prévention. De plus, les médecins des PMI pâtiront d'une double inéquité entre médecins territoriaux de PMI liés au caractère aléatoire d'octroi de la prime Ségur selon la décision de chaque exécutif départemental et inéquité vis-à-vis des autres personnels soignants de la PMI qui en bénéficieront. Aujourd'hui, dans la région Centre-Val de Loire, il y a une diminution très rapide des effectifs de médecine de PMI puisque nous sommes à moins 24% entre 2010 et 2019 et je suppose qu'il en est de même pour les autres régions. Monsieur le ministre, il est indispensable que la prime Ségur soit convertie en complément de traitement indiciaire pour l'ensemble des médecins concernés, dont ceux des PMI et de santé sexuelle. Cette disposition peut-elle figurer au PLFSS? Je vous remercie. Jocelyne Guidez. Donc j'avais deux questions, mais du coup je n'en poserai qu'une pour aller au plus vite. Donc moi c'est au sujet de la 5e branche qui a été créée en 2020. Donc les dépenses liées au grand âge pourraient augmenter de plus de 9 milliards d'euros d'ici 2030. Cette hausse est directement liée au vieillissement des générations du baby-boom. Selon les projections démographiques, en 2040, 15% de la population aura plus de 75 ans. Moi j'aimerais bien savoir où nous en sommes dans le cheminement de cette loi. Moi j'étais très heureuse de savoir qu'il y avait une 5e branche, mais j'ai l'impression que ça reste au statu quo quand même. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en tout cas, qui avance là-dessus. Et je voudrais aussi rappeler que c'est certes une politique de l'autonomie, mais qui ne se réduit pas qu'au grand âge et au vieillissement. Le collectif handicap évalue entre 10 et 12 milliards d'euros pour le financement supplémentaire nécessaire à la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Donc je voudrais savoir si ça c'est pris en compte aussi en plus. Et ensuite, serait-il pas intéressant de contractualiser les AESH? Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'elles et ça serait peut-être une façon d'en avoir un petit peu plus aujourd'hui. Et ma deuxième question, c'est simplement les inégalités de traitement liées au Ségur de la santé. Mais je vous ai envoyé un petit courrier, donc je suppose que vous allez me répondre. Bien. Christine Bonfanti. Oui, merci Madame la Présidente. J'aurai deux questions, mais elles seront rapides. La première concerne, Monsieur le Ministre, les IADE.
Je regrette d'ailleurs que votre projet de PLFSS n'en parle pas, ce dont attestent les nombreux amendements que vont déposer les députés qui vont travailler sur le PLFSS à partir de demain. Et nous en aurons aussi ici sur les bancs du Sénat. En effet, les IADE se battent à juste titre pour que leur profession soit intégrée au Code de la santé publique sous le statut d'auxiliaires médicaux en pratique avancée. Sur les bancs du Sénat, nous sommes plusieurs à déplorer la non-reconnaissance de leur profession et de ses spécificités en matière de formation comme d'autonomie d'exercice, laquelle devrait être assimilée, selon le syndicat national des infirmiers anesthésistes, à de la pratique avancée. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire ce que le gouvernement entend faire pour améliorer la reconnaissance statutaire de la profession d'IADE, leur formation et leur domaine de compétences, tout en promouvant le développement des infirmiers en pratique avancée de médecine d'urgence, dont le besoin est d'ailleurs évident. Ma deuxième question concerne l'article 25 du PLFSS. Voilà une nouvelle tentative louable pour combattre le mercenariat de l'intérim médical. En 2017, un plafond de rémunération a été fixé à 1 170 € par tranche de 24 heures. Or, nos hôpitaux en tension permanente se sont vus imposer par les intérimaires des niveaux de rémunération très supérieurs à ce qu'autorise la loi. Votre prédécesseur, avait fait une tentative en faisant voter la loi RIT. Non, j'allais trop vite, excusez-moi, je recommence. Non, mais je vous rassure, Madame la sénatrice, ça viendra, ça c'est certain. Le plus tard possible, je vous le souhaite. Je recommence ma question. Votre prédécesseur avait fait donc une tentative en faisant voter la loi RIT pour rendre effective cette rémunération, mais avait finalement reculé devant son application. Alors, Monsieur le ministre, d'une part, comptez-vous faire respecter la loi encadrant les rémunérations des intérimaires et d'autre part, comment peut-on redonner de l'attractivité aux carrières au sein de l'hôpital public qui est en crise? Cela ne vous aura pas échappé. Merci. J'ajouterai aussi à ADE les IBOD. Hein. Il y a un vrai sujet avec les IBOD. Mais ça, on l'avait évoqué, Monsieur le ministre. Florence Lassarade, elle est où, Florence Lassarade? Oui, merci, là, Madame pardon. la Présidente, je suis là. Je vais juste revenir sur ce que précédemment Marie-Pierre Richer a évoqué à propos de la mortalité infantile. On parle de la santé. Je suis là, Monsieur le ministre. On a parlé de prévention chez la femme, mais qu'en est-il chez l'enfant? Nous sommes passés maintenant au 25e rang en matière de mortalité infantile et la cause n'en est pas connue. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de spécialistes? J'étais pédiatre dans une vie antérieure. Est-ce que c'est à cause des violences intrafamiliales? On n'en sait rien. Donc, est-ce que vous avez, peut-être sur le projet de l'année prochaine, un sujet sur la mortalité infantile? Mais moi, en tant que pédiatre, ça me préoccupe beaucoup. Pour en revenir sur les spécialistes, la médecine générale est maintenant une spécialité, mais on sait que les jeunes médecins s'installent là où sont les spécialités médicales autres que la médecine générale. Donc, est-ce que vous pensez consacrer un volet à la formation des spécialistes et à la rémunération? C'était ma deuxième question. Troisième question, vous parlez d'une augmentation de 6% du coût du médicament par an. Est-ce le prix du médicament lui-même qui augmente ou est-ce la consommation qui augmente? Quand on parle de prévention, que fait-on pour diminuer la consommation? Je pense qu'on est les champions du monde en matière de psychotropes. Donc vous avez parlé de la psychiatrie, je pense que c'est un problème également, et la pédopsychiatrie en fait partie. Donc je ne vais pas parler de l'intérim, mes collègues en ont largement parlé. Je m'arrête là. Merci. Je vous laisse répondre peut-être, ou vous souhaitez qu'on continue? Non, ça fait déjà pas mal de questions. Hein. Oui. Pour compléter ce qu'a dit Florence Lassarade, hier matin, j'étais à une table ronde au Sénat sur la douleur avec la FLAR, l'association FLAR. Il y a quand même un vrai mésusage du médicament antalgique. Il y a eu la crise des opioïdes aux États-Unis, bien évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Et un des pharmaciens nous expliquait qu'il existait maintenant, dans le cadre des tests génomiques qui analysent le profil de chaque personne, des personnes dont on a vu
qu'elles étaient, du fait de leur génome, plus ou moins sensibles, voire totalement insensibles à des médicaments antalgiques. On parle beaucoup de ces tests-là par rapport au cancer, mais en matière de douleur, donc je pense qu'il y a un gros travail à faire, en effet, sur la surconsommation de médicaments, n'en déplaise aux pharmaciens. Ici présent. Les médecins qui prescrivent. Mais enfin, aussi, quand tu vas chez le pharmacien, même sans prescription, tu vas ressortir avec des valises. Alors, merci pour toutes ces questions. Alors, concernant la prévention et le tabac à chauffer. Donc, problématique du tabac à chauffer, vous me dites que 15 millions de fumeurs ne veulent pas arrêter, semble-t-il. Ce que je veux dire, c'est que 2 millions de fumeurs ont arrêté par l'augmentation du prix du tabac. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Le tabac tue 70 000 de nos concitoyens tous les ans. Grâce à l'augmentation du prix du tabac, c'est la seule mesure qui avait été prise, nous avons permis à 2 millions de nos concitoyens d'arrêter de fumer en s'aidant effectivement par des substituts nicotiniques pendant un certain temps. Mais l'intérêt de la substitution, c'est d'en sortir. Malheureusement, le tabac à chauffer a peut-être une image moins nocive que le tabac normal, mais les études, en particulier aux États-Unis, montrent que ça amène beaucoup de jeunes vers la consommation du tabac, justement, par le biais de ce tabac à chauffer, à qui on donne une image peut-être un peu moins toxique. Alors la toxicité du tabac, vous le savez, elle est liée principalement à la nicotine en termes d'accoutumance, et puis après plein d'autres cochonneries, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont liées à la combustion, mais pas que. Quid d'une évaluation ? Je ne dispose pas aujourd'hui d'une évaluation nationale sur les dangers du tabac à chauffer. Il y a d'autres formes de tabac d'ailleurs aussi, hein, pas que simplement le tabac à chauffer comme ça. Mais je retiens cette idée d'aller vérifier un petit peu tout ça. Concernant la problématique du tabac, vous le savez qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est avec l'inflation, le prix du paquet de cigarettes n'étant pas indexé à l'inflation. Paradoxalement, il revient moins cher aujourd'hui d'acheter son paquet de cigarettes qu'il y a un an. Donc c'est quelque chose qui est en contradiction complète avec l'évolution du prix du tabac. C'est pour ça que nous voulons remettre le taux d'inflation sur le prix du tabac, donc augmenter un peu le prix du paquet de cigarettes. Et puis il y a les autres formes de tabac qui n'ont pas du tout les mêmes taxes. Je pense en particulier au tabac à rouler, au tabac à chauffer. Et là, c'est tout à fait anormal. Donc la volonté est de progressivement arriver à une taxation identique pour toutes les formes de tabac qui sont, d'une façon générale, toutes nocives. Concernant les médecins en PMI, oui, la problématique des médecins de PMI en termes de nombre, et ça rejoint toute la problématique de la prévention, mais comme toutes les spécialités médicales, est particulièrement difficile et compliquée. Vous parlez du Ségur pour les médecins de PMI, certes. Je vous rappelle simplement que les médecins hospitaliers n'ont pas bénéficié non plus du Ségur. Donc ça touche pas seulement les médecins de PMI, ça touche la profession médicale dans le cadre du Ségur de la santé. Cette chute d'effectifs, il va falloir qu'on puisse la compenser d'une façon ou d'une autre. Alors sur des détails très très précis, là je suis obligé d'en référer à Jean-Christophe Combe, puisque c'est quand même plus son champ au niveau de la PMI. Mais je vous rejoins complètement en ce qui concerne la prévention qui doit être conduite, bien sûr, dès l'école, dès tout ce qui est PMI, dans l'entreprise également, avec la médecine du travail qui est en déshérence. À titre personnel, je suis favorable à l'évolution des spécialités d'IPA vers des IPA en santé publique de l'enfant. Alors, est-ce que ça devrait être des IPA ou est-ce que, vous le savez, on va prolonger la formation des PUR? Est-ce que dans cette prolongation de PUR, il ne serait pas plus pertinent, dans la prolongation de leurs études, de mettre un module sur la santé publique pour permettre à ces PUR d'intervenir justement en PMI? Je serais plus tendance à aller vers cette logique, qui rejoint d'ailleurs la problématique des infirmières spécialisées qui ne sont pas dans le cadre d'IPA. On parle des PUR qui vont évoluer, on parle des IBOD, on parle effectivement des IADE. Alors, ce sont certes des infirmières spécialisées, mais leur formation ne correspond pas à la formation qu'on demande aux IPA aujourd'hui. Puisque la formation des IPA, c'est d'abord une année de tronc commun sur lequel elles refont une formation de physiologie, d'anatomie, une formation très généraliste. C'est un tronc commun pour toutes les spécialités d'IPA. Et c'est ensuite leur deuxième année, qui est une année de spécialisation pour les IPA qui existent actuellement. Vous parliez de l'urgence, effectivement, c'en est une.
même s'il n'y a que 7 IPA d'urgence, malheureusement, pour l'instant. Et de toute façon, d'une façon générale, assez peu d'IPA et insuffisamment d'IPA. C'est pour ça que nous allons faire un effort par rapport aux IPA. Alors, quelle place vont trouver ces infirmières spécialisées? C'est vraiment le sujet de discussion que nous allons avoir avec elles. Certes, elles ont un exercice spécialisé, mais on ne peut pas leur donner le statut d'IPA, puisque une IPA, par définition, par exemple une IPA qui serait IPA d'urgence, si demain elle veut faire du suivi de pathologie chronique, il suffit qu'elle refasse une seule année de formation, puisqu'elle a le tronc commun. Donc voilà, on a une complexité à gérer, qui est plus une complexité réglementaire et administrative. En tout cas, reconnaître leur spécialisation en grade de master est quelque chose qui est tout à fait dans la logique. Concernant la 5e branche et le vieillissement, oui, bien sûr, il y a la problématique du vieillissement qui arrive et d'un déséquilibre des comptes sociaux. Je ne ferai pas ici le dérapage de dire que ça justifie bien entendu qu'on travaille également sur les retraites et sur la prolongation d'activité pour équilibrer nos comptes sociaux. Concernant les axes qui sont faits dans le cadre de l'autonomie du handicap dans le PLFSS, il y a quand même des axes forts qui sont mis en place. Les recrutements dans les EHPAD, l'objectif 50 000 recrutements dans les années qui viennent. Les 2 heures de vie sociale par semaine qui ont été rajoutées, qui sont des mesures fortes, qui se rajoutent aux mesures de la loi de finances de 2022. En tout cas, cette 5e branche est indispensable, nécessaire, et nous avons des ambitions fortes en ce qui concerne cette 5e branche. Le mercenariat et l'intérim. Je vais faire attention de ne pas faire de lapsus, donc attendez bien la fin de ma phrase. L'intérim est une bonne chose dès lors que l'intérim répond aux besoins, ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire remplacer ponctuellement des congés maladie ou des congés maternité, par exemple. Moi, ce que je dénonce, c'est l'intérim que j'appelle cannibale, c'est-à-dire cet intérim qui fait monter les prix. Je l'ai vécu il y a encore quelques mois, où pour savoir si quelqu'un sera de garde le lendemain, il attend la veille au soir pour faire monter les prix. C'est inadmissible d'un point de vue éthique. Je ne peux pas accepter qu'un médecin gagne en une nuit 2 fois ce que gagne une infirmière en un mois. C'est inacceptable. Donc, dans ce PLFSS, il y a des mesures contre l'intérim. Il y a la mesure en particulier qui lutte contre l'entrée en intérim, entre guillemets, dès la fin des études. C'est aussi une mesure de sécurité de nos concitoyens, parce que l'intérim est un exercice difficile, qui nécessite une adaptation, qui nécessite une expérience, que n'ont pas les jeunes diplômés, quelles que soient les professions de santé. Ce fait qu'on a des intérimaires dans nos hôpitaux qui, je suis désolé de le dire, il y en a des très bons, mais il y en a aussi des pas bons. Donc ça met encore plus en danger le fonctionnement de nos hôpitaux. En ce qui concerne la loi que vous avez votée l'année dernière, la loi de modernisation de notre système de santé par la simplification et il manque un mot, mais enfin bref, la loi RIST. Concernant cette loi RIST, je l'ai annoncé, les mesures de limitation financière de l'intérim seront appliquées au printemps de l'année prochaine. Pourquoi printemps de l'année prochaine? Parce qu'il faut, 1, donner une date, 2, donner le temps aux établissements de s'organiser. Cela va créer des problèmes, c'est évident. Les intérimaires vont se mettre en grève ou refuser de travailler. Alors, on sait parfaitement, ça va durer 1 mois. Donc, il faut que les établissements puissent anticiper, puissent collaborer entre eux pour anticiper justement ce delta pendant 1 mois. Mais nous devons agir et nous devons agir maintenant. Il n'est plus possible d'attendre, sinon on va faire effondrer l'ensemble de notre système de santé. Mortalité infantile, oui, la cause, je n'ai pas d'explication aujourd'hui sur cette augmentation de mortalité infantile. On a des interrogations aussi sur les problèmes médico-psychologiques des jeunes enfants. Vous avez vu les derniers résultats de l'Observatoire du suicide qui sont extrêmement alarmants pour les jeunes filles de 10 à 14 ans. Donc là, vraiment une problématique que nous sommes en train d'investiguer. Vous parlez de l'installation des jeunes médecins. Ils s'installent là où il y en a d'autres. Oui, mais pas que. Ils s'installent là où ils peuvent avoir un exercice pluriprofessionnel. Donc là aussi, c'est un des engagements de ce PLFSS. Quant aux consommations et au mésusage des médicaments, oui, bien sûr, je vous suis totalement là-dessus. Nous sommes dans une logique de pertinence et d'efficience des traitements. C'est tout ce qu'on appelle la maîtrise médicalisée des dépenses. Ça, vous avez vu, il y a plus de
700 millions de mémoire sur cette maîtrise médicalisée des dépenses. C'est un enjeu majeur de la société, c'est un enjeu par rapport aux benzodiazépines. Je sais que hier soir, je n'ai pas vu, mais vous avez peut-être lu le livre « Maman ne me laisse pas m'endormir », qui est absolument remarquable. Le téléfilm qui en est sorti est passé hier soir sur la télévision belge. Je n'ai pas pu le voir, mais c'est un jeune homme qui meurt d'une surdosage en benzodiazépine et en opioïdes. C'est un véritable problème de santé publique auquel je vais m'attaquer de façon ferme. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette première série. Très bien. Alors, Michel Meunier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'avais exactement la même question que notre collègue Marie-Pierre Richer concernant la PMI. Je vous ai entendu dans votre réponse. J'avoue, je suis un peu déçue parce que vous nous placez et vous déplacez la question sur les puéricultrices et les IPA. Certes, ça peut être une réponse, mais aujourd'hui, des médecins de PMI qui sont en première ligne sur la prévention, quand on vous entend, Monsieur le ministre, on sait votre intérêt là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre concrètement? Je crois savoir qu'il y a des négociations avec le syndicat national des médecins de PMI en ce moment et votre cabinet. Est-ce que ce PLFSS peut avoir concrètement une mesure les concernant et quelles pistes vous évoquez autrement que sur les propositions de transformation des professionnels dans ce secteur essentiel concernant la protection maternelle et infantile. Moi, j'avais deux autres questions à vous poser, toujours dans le volet prévention, qui donc, moi je me réjouis que vous soyez le ministre de la Santé et de la Prévention. Avec d'autres collègues ici présentes ou pas, nous avons travaillé sur la prévention de l'obésité et du surpoids. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction entre le message important, indispensable sur le sucre, la nocivité du sucre, l'alcool, et le fait que maintenant les titres restaurants vont pouvoir autoriser le remboursement des confiseries et de l'alcool? Est-ce que vous avez été concerné, ou en tout cas associé? J'imagine que non. Est-ce que vous avez votre mot à dire là-dessus? Parce qu'il y a vraiment contradiction sur deux messages et deux mesures. Et puis, l'autre sujet de prévention, ça concerne les aidants des proches malades alcooliques. C'est un sujet dont on parle peu. On parle de la maladie alcoolique. Et c'est vrai que c'est un fléau pour les conjoints, les enfants, la famille en général. Et ces proches qui aident sont aussi en souffrance. Ils sont même parfois victimes. Je pense qu'un signal, un message de votre part concernant donc une sensibilisation à cette question serait la bienvenue, en tout cas viendrait répondre au collectif national des proches des malades alcooliques. Merci, Monsieur le ministre. Daniel Chassaing, ensuite Corinne Ferret et Victoire Jasmin. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présentation. Concernant la prévention, concernant la lutte pour les déserts médicaux, l'ONDAM, la responsabilité. Donc, je poserai deux questions et je ferai deux réflexions. Tout d'abord, sur les médicaments, vous avez indiqué que vous aviez co-construit avec les laboratoires et sûrement les pharmacies qui étaient un petit peu angoissés par ce qui était annoncé, notamment sur les référencements de médicaments qui auraient été traités par appel d'offres. Donc ça, c'est réglé très bien. Concernant l'ONDAM, plus de 4%, c'est bien parce que je voudrais rappeler que c'était un ONDAM de 2% entre 2012 et 2017 et seulement 2,5% entre 2017 et 2012. Donc 4%, on peut faire éventuellement des investissements. Donc je poserai deux questions. Concernant, vous avez dit mobiliser les médecins retraités. Vous savez que lorsque on est médecin retraité, on est obligé, si on travaille un petit peu, d'être inscrit à la CAMF. Beaucoup ne veulent pas. Et s'ils sont uniquement inscrits à l'URSSAF, ils ne peuvent pas dépasser 19 000 € de chiffre d'affaires, donc pas faire beaucoup de remplacements. Est-ce que ça pourrait être augmenté? Et deuxième question concernant la 4e année d'internat. J'ai lu la tribune
donc des étudiants qui disent non au territoire perdu par la République et qui ne souhaitent pas s'y installer. Mais le projet, d'abord, ne les contraint pas de s'installer, mais ils disent que c'est une réforme méprisante. Alors, je peux comprendre si, par exemple, ils restaient à un salaire de 1 500 ou 2 000 euros par mois. Ne faut-il pas négocier avec eux rapidement pour leur indiquer que ce ne sera pas du tout le cas et qu'en 4e année, eh bien, ce sont des médecins, même si ils seront installés effectivement avec un renforcement de la formation et de l'encadrement et qu'ils mériteraient au moins, c'est ce que j'avais dit hier, 10 consultations par jour, 5 jours par semaine, ce qui paraîtrait tout à fait logique. Merci. Alors, Monique Lubin, je prie de m'excuser, mais j'avais dépassé déjà la deuxième feuille. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vous parlerai du Ségur, les bannis du Ségur, les exclus du Ségur, les oubliés du Ségur, les invisibles, enfin bon. Nous recevons de très nombreuses saisines de la part de nos administrés qui font part de leur colère et de leur incompréhension du fait de ne pas bénéficier du Ségur alors même qu'ils ont été en première ligne et tenu leur poste durant la crise de la Covid pour répondre aux besoins de la population, au risque de leur santé. Ce sont des salariés des établissements médico-sociaux, des professionnels dans le secteur privé et associatif ou encore des membres de la fonction hospitalière publique, et cette liste n'est pas exhaustive. Ils et elles témoignent de leur démobilisation alors que leur effort n'est pas reconnu et qu'ils ne sont pas traités pour des raisons qui leur échappent de la même manière que leurs collègues. La solidarité au sein des équipes de ces métiers souvent très durs s'en trouve amoindrie. C'est par exemple un ouvrier principal 2e classe qui m'interroge pour savoir si le sort de sa catégorie professionnelle est toujours en cours de négociation. Il m'explique travailler en ESAT et être moniteur d'atelier en blanchisserie sur sa fiche de poste et en tant qu'ouvrier principal sur son contrat. À ce titre, il n'a pas droit au Ségur. Pourtant, dès le début du Covid, les travailleurs handicapés ne travaillant plus, ce sont eux, les moniteurs, qui ont traité tout le linge des EHPAD et des hôpitaux arrivant dans leur structure. C'est par ailleurs une cadre administrative dans un institut médico-éducatif relevant de la Convention 66 et accueillant des autistes sévères. Elle a 30 ans d'ancienneté dans la même association, dit être dégoûtée et envisage de quitter un secteur d'activité qu'elle juge discriminant après des années de bons et loyaux services. En novembre 2021, les personnels de la filière soignante des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle attire mon attention sur le dernier décret en date du 22 avril 2022, conditionné à la négociation de la convention collective unique étendue pour la filière socio-éducative des établissements sociaux et médico-sociaux. Ce décret comporte une fois de plus une liste incomplète en ce qui concerne les professionnels, principalement dans le secteur privé et associatif. Les filières administratives et logistiques sont toujours et encore exclues de la prime Ségur, alors qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement des établissements et ont été présentes depuis le début de la crise sanitaire. Les professionnels investis dans ces filières sont en bas des grilles salariales. Aujourd'hui, ils craignent qu'avec la négociation de la CCUE, la prime ne leur soit pas accordée malgré un contexte d'inflation de plus en plus difficile à supporter pour les bas salaires. C'est aussi le groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui regroupe plus de 700 établissements et services publics sociaux et médico-sociaux répartis partout en France qui n'a cessé de demander l'application du complément de traitement indiciaire issu du Ségur de la santé à tous les agents de la fonction publique hospitalière sans exception, quel que soit leur grade et quel que soit le statut ou type d'établissement d'exercice. Il m'alerte notamment sur la crise du recrutement qui touche tout le secteur. Il signale que si la dernière extension du CTI à la filière des métiers de l'accompagnement a constitué une indispensable avancée, elle est loin d'être suffisante et satisfaisante. En effet, les agents des filières administratives, de direction, technique et logistique demeurent encore exclus dans certains établissements de la FPH. Il s'agit des structures du handicap, non rattachés aux établissements, je confirme, de santé, ainsi que des établissements de protection de l'enfance, alors que les agents de cette même filière ont été revalorisés dans les hôpitaux et les EHPAD, créant une inégalité de traitement des fonctionnaires hospitalières. Donc, face à ces situations, Monsieur le Ministre, est-ce que vous prévoyez de prendre encore en compte toutes ces demandes ? Merci. Corinne Ferret et Victor Jasmin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur les moyens dédiés aux hôpitaux,
particulièrement les hôpitaux publics, et notamment dans la situation à laquelle ils sont tous confrontés, j'ai envie de dire comme nous tous, mais ces établissements hospitaliers sont confrontés à cette inflation dont vous avez parlé. Inflation qui se concrétise dans leurs dépenses de fonctionnement, mais aussi dans leur budget d'investissement. Dépenses de fonctionnement, vous le savez, vous l'avez évoqué, ce sont l'augmentation très forte des prix de l'énergie, le chauffage, l'électricité, mais aussi le coût de l'alimentation qui qui va impacter très directement ces établissements. Vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, que dans ce PLFSS, il y aurait une prise en charge de cette inflation que je qualifie inflation dite de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que l'ONDAM, qui doit être dédié notamment aux moyens attribués à ces établissements, va donc être en augmentation? Enfin, donc j'ai évoqué cette inflation sur les budgets d'investissement. Bon nombre d'établissements ont bénéficié donc d'investissements conséquents de la part du gouvernement dans le cadre des investissements dits investissements du Ségur. Dans mon département, le Calvados, c'est le cas pour plusieurs établissements, mais ils se trouvent aujourd'hui confrontés à cette inflation constatée sur les coûts des travaux, les coûts de matières premières, et certains établissements s'interrogent même sur la possibilité de maintenir ces projets qui sont tout à fait essentiels pour leur établissement et surtout pour les patients et les territoires. Donc, il y aura-t-il une compensation, on pourrait dire, dans ce PLFSS pour permettre à ces établissements de mener à bien ces investissements sans qu'ils ne soient obligés de ponctionner leur propre budget, ce qu'ils seraient tout à fait dans la capacité de faire? Très bien, Victoire Jasmin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire justement pour la santé mentale, parce que vous avez déjà évoqué cette problématique et une des collègues a également posé une question qui serait relative à cela. Mais mon collègue Jean Sol et moi-même, nous avons fait un rapport et le gouvernement avait lui aussi mis en place au mois de septembre dernier des assises de la santé mentale. Pourtant, dans les différentes possibilités que vous avez suggérées et que vous prévoyez de faire concernant la prévention, je ne vois pas apparaître, en tout cas je n'ai pas entendu, ce que vous comptez mettre en place pour les projets territoriaux de santé mentale, notamment pour faire suite au rapport de l'IGAS, pour améliorer les parcours de proximité, parce que le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie avait fait un certain nombre de préconisations lors de notre rapport. Et pour le moment, dans ce que vous préconisez, il n'y a pas vraiment de fléchage direct. La deuxième chose, c'est que vous avez évoqué les rapports que vous aurez bientôt, en tout cas les rencontres avec les biologistes, et les syndicats de biologistes, je pense, et avec ceux de la radiographie. Et moi, je voudrais attirer votre attention justement sur toutes les problématiques concernant la biologie. Je l'avais évoqué il y a déjà plus de 2 ans ici même. Et bon, avec tout ce qui s'est passé en matière de situation sanitaire, donc on n'est pas revenu tellement là-dessus. Pourtant, c'est une vraie problématique et c'est vrai qu'il y a des surcoûts. Peut-être que vous allez probablement évoquer cela, mais ces surcoûts sont liés au fait qu'il y ait l'accréditation, la certification voulue et nécessaire pour par la traçabilité, mais la qualité des prestations dans les laboratoires et également la continuité de l'amélioration même de la qualité des soins. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, je suis de la Guadeloupe et je sais aussi que tant au niveau national qu'au niveau de nos différents territoires d'outre-mer, il y a vraiment un gros problème, des problèmes relatifs aux coûts et aux surcoûts, aux frais d'approche que nous devons faire face, notamment, et aux dispositifs qui doivent être mis en place par les biologistes, que ce soit dans le privé ou dans les établissements publics de santé, dans la mesure où il faut des systèmes de backup de plus en plus pour assurer cette continuité de la qualité des soins. Et c'est important qu'il y ait, maintenant, avec les différents référentiels, qu'il y ait des équipements capables d'assurer la suppléance. Donc, cela génère des surcoûts, alors qu'au niveau de la nomenclature, c'est un vrai sujet qu'il faudrait prendre en compte. Et là, maintenant que vous allez rencontrer les biologistes, il faudrait penser aux Outre-mer, pour lesquels, en tout cas, il y a de vrais sujets de surcoûts pour le fonctionnement des laboratoires de biologie médicale. Et il faudrait également voir que les coûts, je dis bien les coûts, il y a des surcoûts, mais les coûts, même au niveau national,
de tous les dispositifs médicaux et des réactifs et des consommables. Et ma toute dernière question, Monsieur le ministre, je ne vais pas monopoliser la parole, mais quand tout le monde parle en même temps, donc j'ai l'impression... Excuse-moi, Jocelyne, je t'ai écouté avec attention. Je te remercie. Oui, parce que j'écoute toujours tout le monde. Et la dernière chose, c'est qu'il s'agit des cures thermales. Alors, j'ai entendu l'actualité et les cures thermales, il y a un amendement qui a remis en cause les cures thermales. Alors, moi, je pense qu'il faut effectivement évaluer et faire un véritable travail, parce qu'il faut effectivement évaluer ce qui s'y fait, voir ce qu'il y a, modifier peut-être le modèle économique, mais et ne pas prendre en compte et ne pas prendre en charge les cures thermales, ce serait probablement une erreur là aussi. Donc, je crois qu'il faudrait revoir les dispositions qui permettent justement cette prise en charge, évaluer les différents dispositifs et les parcours des personnes qui en bénéficiaient pour voir à quel moment c'est nécessaire de prendre en charge ou pas, mais c'est un vrai sujet et je crois que arrêter complètement de prendre en charge ne permettrait pas, en tout cas, la prévention voulue par vos soins. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre. Il y a encore 5 questions. On répond peut-être à ça. Oui. Vous êtes marqué. Ensuite, ce sera... On continue? Non. Comme vous voulez. Si on peut continuer, on peut continuer. Alors, René-Paul Savary, Colette Mélot, Chancel, Alain Milon, Annick Jacquemet. Et je poserai une question très courte. Oui, Monsieur le Ministre, 2 sources potentielles d'économie. Un, sur les biosimilaires. Est-ce que vous comptez allonger la liste de ceux qui pourraient être justement rentrés dans ce cadre-là? Deuxièmement, en ce qui concerne les études médicales, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir la directive européenne et faire les 2 premiers cycles des études médicales en 5 ans et non pas 6 ans, justement pour amortir, je dirais, l'année supplémentaire dans le 3e cycle et réduire d'une année l'ensemble des études médicales qui, notamment pour les généralistes, sont passées de 7 ans, ce que l'on a connu pour beaucoup, à 10 ans prochainement. Deuxièmement, une question de précision. Qu'est-ce que vous pensez, et donnez-moi quelques explications, sur ces possibilités d'un conventionnement sélectif assis sur des critères pouvant tenir à la densité médicale? Est-ce que là, cela veut dire que la confusion d'hier entre la concertation et la coercition n'était pas un lapsus? Voilà. Alors, Colette Mélot. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je ne vous apprendrai rien en disant que la présence des professionnels de santé dans les territoires est une des préoccupations les plus importantes des Français. On a conscience que les choses avancent, mais il y a un réel problème concernant la formation, et pas seulement des professions de santé, des professions médicales, mais aussi des professions paramédicales et médico-sociales. Il y a un besoin de formation et un besoin de formation au plus près des habitants. Il y a des territoires qui sont complètement dépourvus. Et je crois que les jeunes qui sortent du système scolaire et les personnes en recherche d'emploi pourraient accepter des emplois dans les EHPAD, dans d'autres établissements, et ils ne peuvent pas, faute de formation. Voilà, il faudrait aller au plus près dans les territoires. La France est un grand pays où il y a des zones désertiques. Il faut pouvoir, je ne dis pas qu'il faille mettre un centre de formation dans chaque village de France, c'est bien impossible, mais voilà, en mettre davantage, délocaliser les formations. En ce qui concerne les formations universitaires, la délocalisation est aussi favorable pour les personnes qui sont loin des villes universitaires, mais aussi, nous le savons maintenant, les étudiants, ceux qui sont formés à un endroit, en principe s'installent donc à cet endroit. Donc c'est bon, ça. Bon, alors je sais que c'est une répétition, je n'apprends rien en disant ça, mais voilà, je voulais le dire à nouveau parce que il y a une souffrance, surtout dans les milieux médico-sociaux, pour les formations. Merci. Merci.
Jean Sol, je rappelle que nous sommes sur le PLFSS. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques interrogations, notamment sur votre objectif de lutter contre la pénurie médicale. Nous sommes confrontés sur nos territoires, au-delà des inégalités que l'on peut observer, à une multitude maintenant de personnes qui viennent voir leurs élus, notamment, et qui se retrouvent sans médecin traitant, sans médecin de famille, puisque, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y en a 6 millions en France qui n'ont pas de médecin traitant, soit 11%. Que pouvons-nous dire à ces personnes qui nous appellent, qui viennent nous voir au sein de nos permanences, et puis qui sont souvent à la porte de la mairie et qui sollicitent leurs maires et leurs élus? Que pouvons-nous leur dire? Est-ce que vous envisagez d'augmenter le nombre d'assistants médicaux qui avait été porté à un moment donné à 4000? Et qu'envisagez-vous de faire du stock des 2400 dossiers que vous avez et qui n'ont a priori pas été traités par la DOS, je crois, et le CNG? Donc j'ai cru comprendre par votre collègue Madame Agnès Firmin-Lebaudot que le turbo serait mis, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous envisagez de booster... excusez-moi, parce que j'écoute moi aussi mes collègues. Est-ce que vous envisagez de booster le DMP après autant de décennies d'inertie? Certains jeunes médecins le réclament aussi. Et puis j'ai une dernière question, en tout cas une remarque. Je voudrais renforcer la prise de parole de ma collègue Victoire Jasmin, puisque nous avons effectivement travaillé sur un rapport suite à la crise sanitaire sur l'impact du Covid sur la santé et en particulier des jeunes. Monsieur le ministre, vous soulignez tout à l'heure le nombre de décès de ces jeunes qui va en augmentation. Donc, je n'ai pas vu grand-chose sur la santé mentale et la psychiatrie dans ce PLFSS. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espoir, s'il vous plaît? Merci. Alain Milon. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais, Monsieur le Ministre, commencer par un constat, et constat qui va abonder dans le sens de la réflexion qui vient d'être faite par Madame la Présidente. Comme vos collègues prédécesseurs, avec lesquels j'ai travaillé, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, Agnès Buzyn et Olivier Véran, vous faites la confusion entre projet de loi de financement de la sécurité sociale et loi de santé relative à l'organisation de la santé sur le territoire national. Et je pense que quelque part, c'est dommageable pour faire avancer l'organisation territoriale, en particulier de la santé. Alors, j'ai deux questions à vous poser, Monsieur le Ministre. La première, le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale une liasse d'amendements, et je pense que même s'il y a un 49.3, étant donné que ce sont des amendements gouvernementaux, ceux-ci se retrouveront dans la loi définitive de financement de la sécurité sociale. Et parmi ces amendements, vous avez déposé un amendement concernant la permanence des soins qui, selon le texte que vous avez écrit, incomberait collectivement à l'ensemble des établissements ainsi qu'aux professionnels de santé, médecins, chirurgiens dentistes, infirmières et sages-femmes. Alors, deux questions à ce sujet. Est-ce que vous comptez revenir, et pour moi ce serait une bonne chose, sur les arrêtés pris par M. Mattei supprimant l'obligation de garde pour les médecins, libéraux en particulier, et si les cliniques privées entraient dans la permanence des soins, j'espère qu'elles seront obligées de le faire dans le cadre, évidemment, du tarif opposable. Deuxième question, Monsieur le Ministre, est-ce que vous croyez au parcours de santé, au parcours de soins? Beaucoup d'actes médicaux sont maintenant délégués à d'autres professionnels de santé que les médecins. Alors si oui, si vous croyez à ce parcours de soins, comment est-ce que vous le définissez? Et qui, dans ce parcours de soins, est le pilier de ce parcours de soins? Si je vous demande cette question, c'est pour savoir, dans le cadre du pilier de parcours de soins, qui doit-on voir en premier dans le cadre d'une première attention aux soins? Annick Jacquemet et ensuite Véronique Guillotin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais vous
avoir une petite précision. Vous avez annoncé, et c'est une très bonne chose, 150 000 employés supplémentaires pour les EHPAD. Vous avez parlé de 50 000, mais il n'y en a que 3 000 qui sont budgétés dans le PLFSS. Donc, comment est-ce que vous comptez arriver aux 150 000 si on en met 3 000 par an? Deuxième question, j'ai rencontré la Mutualité française qui propose ou qui a comme idée de faire financer le grand âge par les assurances. Quel est votre avis par rapport à cette question? Et la troisième chose, j'ai été contactée par des laboratoires de biologie indépendants dans mon département pour lesquels on demande 250 millions d'économies. Or, ils ont peur que ça les fragilise par rapport aux gros groupes. Et ils préféreraient qu'au lieu d'avoir une diminution des actes de base, ces 250 millions soient plutôt reportés sur les actes qui sont liés au Covid, pour lesquels ils ont été où ils ont une belle augmentation. Donc voilà. Merci, Monsieur le ministre. Guillotin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'ai deux questions sur l'article 22 et l'article 23. Donc l'article 22 qui évoque l'actualisation, la clarification et l'harmonisation des conventionnements passés entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. J'ai lu quelques articles. Est-ce que derrière, est-ce que cet article qu'est-ce qu'il vise? Est-ce qu'on est sur du conventionnement sélectif ou pas? A priori, ce que j'ai lu dans la presse semblait dire que non. Donc, si on pouvait avoir cette confirmation-là. Et concernant l'article 23, donc on en a longuement débattu hier. Moi, j'ai tendance à dire que le diable se nichant dans les détails. J'ai trois questions assez précises. Qu'est-ce que l'on entend par territoire sous-dense? Et est-ce que ces territoires, est-ce que c'est les zones ZAC et ZIP au titre de l'ARS? Est-ce qu'elles sont figées au moment où l'ARS donne en fait cette cartographie qui, 1 mois ou 3 mois après ou 1 an après, peut être complètement obsolète puisqu'on sait que la majorité des médecins ont plus de 60 ans? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'ajouter dans ces territoires la deuxième question, c'est effectivement, vous dites prioritairement, il est écrit prioritairement territoire sous-dense. Qu'est-ce que ça veut dire prioritairement? Et est-ce que quand on dit prioritairement dans les territoires sous-denses, il ne faudrait pas plutôt y ajouter en fait des territoires où on y trouve des exercices coordonnés, des dynamiques de santé ou des projets où effectivement ces jeunes médecins pourraient s'y trouver autre chose qu'un territoire sous-dense. Parce que derrière territoire sous-dense, et vous en avez visité plein, c'est pas toujours le désert non plus. Faut pas exagérer, c'est stigmatisant et en plus c'est pas toujours c'est pas toujours dramatique. Et enfin, toujours sur cet article 23, vous mettez, il est écrit donc supervision. Qu'est-ce que la supervision? Est-ce qu'on parle bien de maîtres de stage universitaires et auquel cas, comment on va faire pour en avoir un nombre suffisant pour que cet article 23 puisse être appliqué dans de bonnes conditions? Merci. Alors, moi, j'avais, avant de vous passer la parole, une question d'Olivier Hinault qui a dû partir, qui demandait si le transfert de charges de branche famille vers la branche santé était une mesure conjoncturelle ou durable. Ça, et moi, j'avais une question sur le RIHN, le référentiel des actes innovants hors nomenclature. Le PLFSS propose une réforme de ce RIHN, mais pour autant, il n'y a pas de voie de financement nouvelle. Donc, comment ça va se passer? Et la deuxième question, c'était comment la procédure permettra la gestion plus dynamique de la prise en charge que l'étude d'impact promet. Je ne sais plus
Merci pour ces questions d'un champ très très large. Ça a été dit par la présidence. Tout ne relève pas du PLFSS, mais je vais essayer de répondre à toutes les questions. Concernant les médecins retraités, effectivement, nous portons l'exonération de la cotisation retraite pour les médecins en cumul emploi-retraite. Ça a montré son efficacité pendant la crise Covid et c'est un moyen pour maintenir nos médecins dans les territoires. Donc c'est tout à fait dans ce cadre-là. Vous êtes revenu sur alors, la 4e année. Il y a eu plusieurs questions autour de la 4e année. Je vais essayer de globaliser un petit peu tout ça. Cette 4e année de formation des étudiants en médecine qui choisissent la spécialité de médecine générale est une 4e année qui, je le rappelle, mais vous le savez très bien et ça a été discuté hier, a été réclamée par les étudiants eux-mêmes dans le cadre d'une amélioration de leur formation. Et moi, que je les ai rencontrés il y a 6 mois, ils cherchaient à être mieux formés, déjà être formés à gérer un cabinet médical, parce qu'en particulier dans le cas d'exercices coordonnés ou d'exercices pluriprofessionnels, il faut apprendre à le gérer, ce n'était pas appris. Et puis, ils avaient des lacunes, d'après eux, de formation en gynécologie obstétrique et en pédiatrie, qui sont en plus des spécialités pour lesquelles nous avons beaucoup de difficultés. Ça me permet d'ailleurs de rappeler que l'exercice de médecine générale est un exercice exigeant parce que c'est un exercice qui est, j'allais dire polymorphe, mais qui s'intéresse à l'ensemble du champ de la médecine. Et j'en profite pour rappeler que, bien entendu, dans les parcours de santé et dans les parcours de soins, le rôle du médecin traitant généraliste est primordial et il coordonne les prises en charge quand il y en a un, mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus et sur les 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. Cette 4e année est une année de docteur junior, à l'instar des autres spécialités, des 43 autres spécialités qui ont tous une année de consolidation, de professionnalisation, qui est une année de docteur junior. Une année pendant laquelle les jeunes professionnels sont en responsabilité et assurent des actes. Et d'ailleurs, pour accéder à cette 4e année, quelle qu'elle soit, il faut être thésé. C'est quelque chose qui est important, parce que les jeunes en médecine générale retardent leur thèse, ce qui retarde d'autant leur installation. Là, ils devront être thésés pour pouvoir prolonger leurs études, ce qui est un point très positif. C'est une année d'études avec un maître de stage universitaire qui les supervise. Nous avons actuellement 13 000 maîtres de stage universitaires, nous en aurons 14 000 l'année prochaine. Le fait de déclencher cette 4e année à partir de la rentrée 2023 pour ces DES fera que nous avons en plus du temps pour recruter des maîtres de stage supplémentaires, probablement des réflexions autour de tout ça, mais c'est précisément l'enjeu de la mission que nous avons nommée avec Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mission de 4 professionnels reconnus, indiscutables, dont une jeune médecin, et qui doivent justement nous faire des propositions sur la re-engineering, j'aime pas trop ce terme, mais de l'ensemble de ce DES de médecine générale en 4 ans, comme le propose ce projet de loi. Concernant l'incitation, la priorisation dans les zones sous-denses, là aussi, c'est tout l'enjeu de cette mission qui doit nous faire des propositions. Je me permets juste d'alerter sur le point de la rémunération de ces docteurs juniors. Effectivement, ces docteurs juniors sont rémunérés 2 500 € plus les gardes, etc., 2 500 € bruts. Ça concerne toutes les spécialités au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vais juste préciser cela. Peut-être faut-il discuter, mais la mission nous le dira, d'un financement différent, mais en tout cas, il faut bien avoir en tête que ça concerne toutes les spécialités. Je voudrais juste revenir sur les médecins de PMI, puisque je n'ai pas été complet dans mon information. Et on me confirme que les médecins de PMI ont été revalorisés dans le cadre de la conférence des métiers de février 2022. 9 000 médecins à hauteur de 45 millions d'euros. Mais je transmets à Jean-Christophe Combe, bien sûr, qui est à l'écoute, je transmets l'ensemble de vos remarques. Concernant ensuite, on avait le Ségur. Alors, le Ségur, juste pour rappeler sur le volet investissement du Ségur, c'est 50% de plus que les 2 derniers plans hôpital, 2007 et 2012, additionnés. Donc c'est un investissement de 9 milliards d'euros
C'est plus que tout ce qu'on n'a jamais fait en termes d'investissement sur l'hôpital. Ces 9 milliards d'euros se répartissent en 6,5 milliards pour transformer l'offre de soins, 1,5 milliard pour l'investissement courant, et puis une réserve de 1 milliard d'euros qui avait été mise de côté. Alors, l'inflation, bien entendu, il est nécessaire de regarder comment l'inflation pèse sur le coût des projets. Vous avez entièrement raison par rapport à cela. C'est pour ça que mon administration est en train de travailler sur une méthode qui est partagée avec l'ensemble des fédérations pour une analyse par famille d'achat de la structure des coûts de revient et des indices d'évolution des prix correspondants. L'inflation n'a pas la même incidence sur les matières premières, sur l'énergie, sur les transports. Donc, on est en train de regarder de façon extrêmement précise. Juste petit ajout, 738 millions d'euros, c'est ce qui a été mis pour faire face aux effets un peu inédits de l'inflation dans l'ONDAM 2022, donc déjà pour compenser. Mais nous sommes particulièrement attentifs à cet effet de l'inflation sur les investissements Ségur. Vous l'avez dit, vous avez parlé de votre département. Sur la région Normandie, c'est 850 millions d'euros, investissement Ségur. Et par exemple, sur le CHU de Caen, c'est 400 millions d'euros pour la reconstruction du CHU de Caen. Je pourrais vous donner d'autres exemples comme Bayeux, Lisieux ou le CH de la Côte-Fleurie. Alors, les oubliés du Ségur, qui est le terme maintenant qui est aussi mis tout le temps. Alors, je suis désolé de préciser que ça ne concerne plus l'hôpital, puisque au niveau de l'hôpital, il n'y a pas d'oubliés de Ségur. Tout le monde a été pris en compte. Dans le cadre de la revalorisation Ségur, je précise bien, ça concerne le champ médico-social et encore pour une partie très limitée qui sont essentiellement les personnels administratifs. C'est un enjeu que Jean-Christophe Combe suit de façon extrêmement précise et qu'il aura également à traiter dans le cadre du CNR autonomie et grand âge qu'il a mis en place. En tout cas, pour les hôpitaux, il n'y a plus de questions le concernant. La santé mentale, oui, problème majeur, problème qui a déjà été relevé l'année dernière, et vous l'avez dit, par les assises de la santé mentale. Nous allons faire le bilan à 1 an des assises de la santé mentale. Même si le problème persiste et si tout n'est pas réglé, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, en ciblant en particulier les jeunes. Et le dispositif que nous avons soutenu, qui est par exemple le dispositif du 3114, le numéro d'appel suicide, qui marche particulièrement bien, trop bien probablement, mais en tout cas pour lequel les appels continuent à augmenter, et puis un certain nombre de filles de santé jeunes. J'ai eu l'occasion d'en voir un pendant l'été, les étudiants gérant les appels d'autres étudiants en détresse, quelque chose qui est très très bien fait. Le dispositif Mon Psy, 8 séances de psy remboursées à 65%, c'est environ 2000 psychologues qui ont été référencés, presque 31 000 patients pris en charge, 95 000 séances réalisées pour un montant remboursé de 2 millions d'euros. Les IPA en psychiatrie et santé mentale se développent. Il faut encore qu'on en forme encore plus parce qu'elles ont un rôle important à jouer dans ce cadre-là. Et c'est un point effectivement de vigilance majeur, vous l'avez compris. Maintenant, j'ai toujours l'habitude de dire, et je continuerai malheureusement à le dire, que nous devons faire avec les troupes que nous avons aujourd'hui, et ça rentre aussi dans le cadre des réflexions qui ont été portées sur le transfert des compétences et le partage des compétences. Concernant la biologie médicale est un acte indispensable puisque 60 à 70% des diagnostics médicaux sont faits et sont précisés grâce à la biologie médicale. C'est pour autant un secteur en très forte augmentation de chiffre d'affaires. Donc il tient compte de tous leurs frais par ailleurs. Très forte augmentation, c'est de l'ordre de 23%. Je rappelle quand même qu'effectivement, pendant le Covid, ça a été dit, tout a été pris en charge à 100%. Donc, il est logique, comme je le disais, qu'il participe de façon équilibrée, en fonction de ce chiffre d'affaires qui est augmenté de façon importante, aux mesures d'économie globale. En ce qui concerne l'innovation, plusieurs mesures, justement, sont en place et sont discutées avec les biologistes pour favoriser l'innovation, tout comme la sécurisation des petits laboratoires. Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup et c'est bien l'objet de la question de nos travaux avec les biologistes sur l'avenir de cette filière qui est de plus en plus rachetée par des grands groupes avec
probablement des avantages, mais probablement aussi des inconvénients qu'il faut prendre en compte. En ce qui concerne les surcoûts outre-mer, ils sont bien entendu pris en compte et vous le savez que j'ai un œil particulièrement attentif sur les outre-mer. Puisqu'on est dans ces mesures d'économie sur les biosimilaires, biosimilaire, ce n'est pas un médicament générique, ce n'est pas tout à fait comparable. Nous avons des expérimentations en cours pour voir un petit peu ce que l'on peut faire de façon précise là-dessus. L'intuition, c'est une piste de travail qui est tout à fait pertinente et que nous sommes en train de suivre, mais pour laquelle nous n'avons pas d'aboutissement ou de conclusion aujourd'hui. Les cures thermales. Ça fait des années que ça dure. Ouais. Des années que ça dure à chaque PLFSS. Sujet des biosimilaires, oui. Moi, je pensais au départ que c'était très facile. C'est pas si évident que ça sur ces problématiques des biosimilaires, avec un équilibre là aussi à trouver chaque fois qu'on parle de médicaments. Le thermalisme est quelque chose d'important pour de nombreux territoires. Actuellement, nous avons trouvé une forme d'équilibre. Remboursement des frais de transport, mais sous conditions de ressources assez strictes. Et puis, les cures qui sont prises en charge, elles sont prises en charge pour des pathologies qui sont précisément définies. Je pense par exemple à la rhumatologie ou à la rééducation fonctionnelle. Et je rappelle quand même que ce sont des médecins qui font ces prescriptions, donc dans le cadre d'actes bien identifiés. L'article 22, ce n'est pas un conventionnement sélectif. Très clairement. L'article 22, ça fait partie vous l'avez compris, de ma stratégie un petit peu globale, qui est de faire confiance au territoire, de considérer que les problèmes sont sur les territoires, mais les solutions aussi, et en particulier en ce qui concerne la permanence des soins qu'évoquait un sénateur Mignon. Cette permanence des soins a été supprimée. Je fais le pari d'une responsabilité collective à l'échelle des territoires. Pourquoi je fais ce pari ? Parce que j'en ai discuté avec les professionnels et avec les syndicats de médecins et les syndicats d'infirmiers. Pourquoi nous parlons de permanence des soins sur les différentes professions de santé ? Parce que cet été, nous avons pu voir l'efficacité de certaines mesures, en particulier de téléconsultation aidée avec une infirmière, des mesures également où des infirmières étaient à disposition la nuit des EHPAD pour assurer la couverture infirmière de ces EHPAD, des infirmières libérales. Donc effectivement, ce partage de la permanence des soins, ce partage de cette pénibilité concerne l'ensemble des professionnels de santé d'un territoire. Et c'est tout l'enjeu du CNR Santé de les laisser trouver des solutions qui seront adaptées à leur territoire. En ce qui concerne la formation au plus près des territoires, oui, bien sûr, on sait que ça fonctionne mieux. J'aurai l'occasion de reparler devant vous de la construction des parcours d'excellence avec le ministre de l'Éducation nationale pour repérer les jeunes, puisque la meilleure chance qu'un jeune s'installe, un jeune médecin s'installe dans un territoire dit sous-dense, c'est qu'il soit issu de ce territoire. C'en est 7 sur 10, donc il faut favoriser probablement l'accès à ces études, faire passer le plafond de verre, et j'ai un certain nombre d'idées par rapport à cela que j'aurai l'occasion de développer, je pense, une autre fois auprès de vous. Les études médicales sont passées de 7 à 10 ans pour un médecin généraliste. Oui, la médecine générale est devenue une spécialité. Voilà, c'était une volonté, c'était nécessaire. Je ne pense pas que ce soit pertinent de diminuer les cycles, les 2 premiers cycles des études médicales, d'autant que nous entrons dans une réforme de ces 2 cycles qui est mise en place. On me dit souvent que l'enseignement par simulation permettrait de diminuer les études de médecine, puisqu'on fait des gestes plus vite. Je ne pense pas. Je pense que ces études et cette durée d'études, si peut-être on a du gain un petit peu de temps, il faudrait peut-être en profiter pour redonner son côté humaniste à la médecine et pas uniquement un côté technique. Sur la pénurie médicale, je pense qu'on en a parlé. Sur les complémentaires, alors quelle place les organismes complémentaires dans le financement de notre système de santé ? Depuis plusieurs années, la part des organismes complémentaires diminue, la part de la sécurité sociale augmente, essentiellement par l'apparition des pathologies chroniques et des ALD. Donc nous sommes en discussion avec eux, justement, pour voir quelle part ils peuvent prendre, et en particulier dans le cadre de la prévention. Prévention de l'obésité, oui, on a parlé de la prévention, le développement du Nutri-Score,
le chèque alimentaire pour maintenir le pouvoir d'achat, bien entendu, mais surtout dans l'acte de prévention, et j'aurai l'occasion d'en reparler devant vous, insister sur la notion du sport santé. Pourquoi le sport santé? Parce que c'est la chose qui est la plus efficace et la plus rapidement efficace en termes de prévention. Si vous montez les marches, j'avais le courage de monter les 7 marches du ministère plutôt que de prendre l'ascenseur, les 7 étages, pardon, plutôt que de prendre l'ascenseur, parce que 7 marches, j'y arrive encore, même pour venir au 2e étage chez vous. Je pense que je me sentirai peut-être mieux, quoique je me sente bien, dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est quelque chose qui fait voir la prévention sur son beau côté. C'est un de mes axes de la prévention, arrêter d'avoir une prévention culpabilisante, et puis profiter de l'occasion extraordinaire qu'a notre pays d'organiser 2 très grands événements sportifs, la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les Jeux olympiques l'année d'après, pour se servir de ces éléments. Non, justement. Mais si je peux me permettre, je pense que tous les 1er janvier, vous avez tous, comme moi, la volonté de refaire du sport, d'arrêter de fumer, de faire plein de trucs. Et le 2 janvier, on arrête. Mais là, je pense que notre pays va être un formidable terrain de sport pendant les 2 ans qui viennent. Et tout le monde va vouloir faire du sport ou de l'exercice physique. Donc, je compte me servir de cela pour amener le côté prévention. Les assistants médicaux augmentés, oui, je m'y suis engagé dans le cadre du discours du CNR Santé pour passer à 10 000 assistants médicaux rapidement, en tout cas avant la fin du quinquennat, parce qu'un assistant médical, pour un médecin, c'est 10% de clientèle en plus. Donc c'est un moyen essentiel pour augmenter cette capacité. Il faut redonner du temps de soins aux soignants, il faut redonner du temps médical aux médecins. Concernant les PADU, effectivement, nous avons 2400 PADU. Alors, il y en a un petit peu moins, puisque 1300 vont pouvoir être pris à la fin d'année avec 70 commissions de qualification. Le problème n'était pas que de la DGOS et du ministère, c'était aussi des problèmes des spécialistes des conseils de l'ordre, puisque ces commissions doivent réunir aussi les spécialistes de la spécialité concernée. Et nous allons repousser au 30 avril l'échéance qui est normalement au 31 décembre pour permettre d'épurer ces 1100 dossiers qui resteront en début d'année. Ça concerne bien sûr le stock, vous le savez, absolument pas les nouveaux médecins qui arrivent, qui ont une procédure qui est différente. Le DMP évolue vers mon espace santé, la promotion de mon espace santé continue, va s'accélérer. Et puis la santé mentale, je vois qu'on en a déjà parlé, je pense à peu près avoir fait le tour. Non, il y avait le RIHN. Bon, le but, bien sûr, c'est d'accélérer l'évolution de cette liste d'actes innovants. Certains sont dans le référentiel, la liste ne bougeait pas. Nous avons la vocation à soutenir, bien sûr, l'innovation pour les actes de biologie, d'ANAPAT. Ça a fait partie, justement, des discussions que nous avons avec les biologistes. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Bien, oui, tout le monde a eu